Il y a de nombreuses raisons. Si avec le peu de recul que l'on a et s'il est possible de présupposer ce que Poutine souhaite faire, à mon sens, il est tout à fait possible qu'il souhaite dissoudre l'Ukraine telle qu'elle est connue aujourd'hui, dans ses frontières internationalement reconnues, et probablement instaurer un gouvernement fantoche à Kiev, et peut-être même, c'est ce qu'il se dit, mais tout est possible, séparer l'Ukraine en différents morceaux. En tout cas, c'est tout à fait vraisemblable pour le Donbass, puisque le 21 février, dans son discours, à la toute fin du discours, il a reconnu l'indépendance des deux républiques populaires, de Donetsk et de Lugansk. Donc voilà, ce sont les objectifs, à mon sens, qui sont les plus importants, ce qui permettrait de vassaliser une partie de l'Ukraine. Voilà. Cet événement est a surpris beaucoup de monde en tout cas. Donc à présent, je crois que la position la plus sage serait de peut-être tout envisager, et d'envisager y compris qu'il ne s'arrête pas là. Alors il n'ira peut-être pas jusqu'à l'Atlantique, peut-être pas jusqu'à attaquer frontalement comme il vient de le faire dans le cadre d'une attaque de large ampleur au sein de l'Ukraine, mais peut-être aller un petit peu au-delà. Par exemple, je pense à la Transnistrie, qui est un territoire qui appartient à la Moldavie et qui est frontalier de l'Ukraine et qui est lui aussi sécessionniste et qui échappe en partie au contrôle de l'État moldave. Là, on est au-delà de l'Ukraine et ça n'est pas quelque chose d'impossible de faire cette jonction-là avec la Transnistrie, par exemple. Oui, je crois que là, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Il n'y a pas de véritable justification. Les justifications annoncées par Vladimir Poutine sont essentiellement de deux ordres: démilitariser l'Ukraine et dénazifier l'Ukraine. Ce sont les deux justifications avancées dans tous ces discours et qui n'ont pas de véritable fondement. L'Ukraine n'est pas un pays nazi et l'Ukraine n'avait pas l'ambition d'agresser la Russie. Donc c'est bien la Russie qui a violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine et sa souveraineté et qui a donc agressé l'État ukrainien, il n'y a pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, il y a toute une série de traités par lesquels la Russie s'était engagée à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine qui ont été violés, et on pense notamment au mémorandum de Budapest. Je pense déjà que ce qui a été fait est assez colossal. Ce sont des sanctions qui n'ont rien à voir. Enfin, les sanctions à l'égard de l'Iran, par exemple, étaient très sévères, elles aussi. Mais là, à l'égard d'un pays aussi important que la Russie dans les relations internationales, c'est quand même assez inédit. Et cela va cela va aboutir à des lourdes difficultés en Russie, et elle va devoir se confronter à cela. Donc le phénomène des sanctions n'est pas un phénomène qui va avoir des conséquences en 2 jours. Oui. De même que la guerre en Ukraine va durer, les sanctions à l'encontre de la Russie vont durer. Donc le conflit et le contentieux va durer. Les sanctions peuvent toujours être amplifiées, on peut toujours aller au-delà. Si votre question consiste à savoir est-ce que l'on va engager une action militaire contre la Russie, pour l'instant, il n'en est pas question, et en l'état actuel, il n'en est pas question. Mais là encore, la réponse à cette question dépend de ce que fera la Russie. Alors, les sanctions, c'est un terme générique, un terme grand public, mais qui veut dire beaucoup de choses. Vous avez des sanctions qui peuvent être plutôt symboliques, la question des compétitions sportives, des sanctions diplomatiques qui peuvent être symboliques, des protestations. Et puis, vous avez des sanctions économiques de différents niveaux. Des sanctions économiques qui peuvent être plus ou moins sévères, et à côté de celles que vous avez signalées, dans le cadre des sanctions sectorielles, vous avez la question de suspendre le réseau SWIFT à l'égard de la Russie.
Mais vous avez surtout des banques russes qui ont été sanctionnées, avec lesquelles on ne peut plus commercer et que l'on ne peut plus financer. C'est à peu près 70% du système bancaire russe. Les réserves de la Banque centrale russe, c'est plus de 600 milliards qui sont entre les mains de la Banque centrale. Et une bonne partie de ces avoirs sont à l'étranger. Près de la moitié de ces avoirs sont supprimés. Elle ne sera plus en capacité, en outre, de se financer et de soutenir le rouble. Donc c'est l'économie russe qui risque d'être très fortement affectée. Et le risque, c'est que vous ayez une Russie qui petit à petit se referme. Et ça, c'est toujours en quelque sorte les dommages collatéraux des sanctions. Mais il est difficile de ne pas prendre des mesures aussi sévères compte tenu du comportement de la Russie. Alors, à mon sens, oui, effectivement, on entre dans une nouvelle ère de l'ordre sécuritaire en Europe, une nouvelle ère même des relations internationales, indépendamment de la position de l'Allemagne, parce qu'il y a toute une série de règles fondamentales de la stabilité de l'ordre international, que sont le respect de l'intégrité des frontières. Et là, c'est l'intégralité de l'Ukraine qui est menacée, pas simplement une portion de son territoire. Et donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, ce qui se passera après ce conflit, c'est sans doute un changement fondamental des relations, parce que ce conflit se terminera un jour, ça pourra être dans 1 an, 5 ans, 10 ans, personne ne sait, puis personne ne sait véritablement quand se termine un conflit, c'est pas toujours évident de savoir quand se termine un conflit, dire quand est-ce que on signe véritablement, sauf lorsqu'il y a un traité, mais de ce point de vue-là, je pense que le changement d'air est assuré. Alors, quand est-ce que cela aura des conséquences concrètes? Je ne sais pas. Alors, je ne suis pas non plus spécialiste des nombreuses questions calédoniennes. Je crois toutefois que les questions militaires restent de compétence de la métropole. Donc ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie en tant que Nouvelle-Calédonie qui serait impliquée, c'est la France en tant qu'État français qui a conservé ses compétences militaires sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Et quant aux conséquences, je pense qu'elles ne seront pas directes, elles seront peut-être indirectes s'il y a un renchérissement du prix du gaz, du pétrole. Ça aura des conséquences dans le monde entier et donc aussi en Nouvelle-Calédonie. Il y a des conséquences déjà directement, même si c'est minime par rapport à ce qui se passe en Europe, ce sont les lignes aériennes, puisque l'espace aérien russe va être très compliqué d'accès. Donc voilà, il y aura quelques conséquences, mais qui sont bien évidemment pas du même ordre que celles qui auront lieu en Europe. C'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'il est tout à fait possible que la Russie soit installée. Il y a beaucoup de chances, je ne suis pas expert militaire, mais que le territoire, au bout de plusieurs semaines, ce sera long. C'est un pays plus grand que la France métropolitaine, l'Ukraine. Donc ce sera long à conquérir. Mais une fois qu'elle sera installée, combien de temps la Russie tiendra-t-elle? Combien de temps tiendra-t-elle sans qu'il y ait... viendra-t-elle au bout d'une opposition intérieure, d'une guérilla urbaine? Combien de temps le pouvoir russe tiendra-t-il? En Russie, est-ce qu'il n'y aura pas en Russie, en écho avec ce qui se passe en Ukraine, des échos, une résonance, des manifestations, des révoltes, un coup d'État? Tout est possible, tout est possible. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'on est vraiment dans une nouvelle ère et que les dés sont jetés, ils ne sont pas encore retombés. Donc on attendra de voir, mais c'est sûr qu'il y a un changement fondamental dans les relations internationales et en particulier au sein de l'Europe. Je pense que Vladimir Poutine s'adapte aussi en fonction du terrain. Mais ce que je crois, c'est qu'il veut faire revenir l'Ukraine qu'il considère comme s'étant détachée de son origine russe. L'Ukrainien et les Ukrainiens et les Russes, pour Vladimir Poutine, ne constituent qu'un seul peuple. Donc il veut les faire revenir de gré ou de force, ici de force, et au final, pour que ceci puisse rester,
c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y aura un gouvernement qui sera installé en Ukraine sous son contrôle et que dans le même temps, il est tout à fait possible qu'il sépare des morceaux d'Ukraine avec un gouvernement ukrainien à Kiev qui sera sous le contrôle de la Russie, ou en tout cas proche de la Russie, un peu comme la Biélorussie est tout à fait proche de la Russie en ce moment, et qu'une partie de l'Ukraine existante soit indépendante, séparée de l'Ukraine de Kiev, et je pense au Donbass ou un peu plus à d'autres régions. Et on aurait l'Ukraine qui serait morcelée. Vous auriez la Crimée qui est, selon la Russie, qui est déjà dans la Fédération de Russie, un bout de Donbass qui serait peut-être indépendant, et puis un reste d'Ukraine qui serait dirigé par un gouvernement lié, allié et vassalisé à la Russie. Parce que Vladimir Poutine ne raisonne pas de cette façon-là, en fait. Il s'inscrit dans une histoire, dans une perspective un peu millénariste, où ce qui compte, c'est la Russie telle qu'elle a été, et qui a été historiquement fondée par la conquête. Et cette idée de Russie historique est l'idée, à mon sens, l'idée maîtresse de cette intervention et de cette invasion de l'Ukraine. Et donc cette reconstitution historique, c'est ça qui guide Vladimir Poutine, c'est l'histoire, c'est pas l'économie, c'est pas les bonnes relations avec les autres, c'est pas la prospérité, ni de son peuple ni des autres, c'est l'histoire. Et je crois qu'il faut bien comprendre cela pour saisir l'enjeu pour Vladimir Poutine de cette invasion. Pour lui, c'est un enjeu historique. Ça n'est pas politique, ça n'est pas économique, c'est bien au-delà de ça. C'est au-delà de la vie humaine, c'est dans le sens de l'histoire qui est millénaire.